L'État du Montana, 2 habitants au kilomètre carré. Un territoire immense, une nature sauvage et des hivers rudes, très rudes. Au Montana, tout est grand, plus grand que n'importe où ailleurs. Ici, tu réalises qu'en fait, tu n'es rien. Ici, c'est blanc ou noir. Si tu es dans la montagne et que tu fais quelque chose de stupide, tu en paieras le prix. Ça pourrait être ta vie. C'est la trace d'un mâle. Tu sais jamais quelle épaisseur de neige tu vas avoir, mais tu dois quand même aller nourrir les bêtes, sinon elles n'auront que la neige à manger. Chasseurs, trappeurs, fermiers, ils sont rustiques, sans concession. Ils sont les descendants des premiers pionniers de la conquête de l'Ouest. Je peux relever le défi. Je ne l'ai jamais conquis, mais je suis mieux préparé chaque année. Tu dois savoir faire un peu tout et n'importe quoi pour survivre. Pour eux, pas le choix. Quelles que soient les conditions, la vie doit continuer. Et pour survivre, ils ont appris à tout affronter. Pour survivre dans la forêt, c'est dans ta tête. Ton corps peut supporter beaucoup plus que tu crois. Comme disait le vieil homme de la montagne avec un petit sourire au coin des lèvres, tu triches pas avec la montagne, mais tu peux quand même vivre avec. C'est un jeune puma. Wow, ça, c'est un gros troupeau. Waouh! Aussi doux qu'une couche de bébé. Ce sont des petits pièges très puissants. Tu veux le voir? Wouhou! Et c'est parti! C'est comme ça que ça se passe ici, on dirait. Au Montana, la chasse aux espèces sauvages répond à des règles très strictes. En hiver, seules quelques espèces de grands prédateurs peuvent être chassées, et uniquement en respectant les quotas fixés par le gouvernement pour réguler leur population. Parmi elles, l'une des plus difficiles à pister est le puma. Ici, on l'appelle le lion des montagnes. Dans le sud de l'État, au cœur des montagnes Bertus, les autorités du Montana ont évalué à 5 le nombre de pumas que les chasseurs de la région pouvaient traquer cet hiver. Parmi eux, Casey est l'un des meilleurs. Cette année, il a déjà tenté sa chance, accompagné de Rick Matzik, un vieux chasseur de gros gibier. Mais lors de leur première tentative, Rick a eu la malchance de casser son quad en pleine montagne. C'est cassé? C'est la fin du voyage. Les 2 chasseurs ont été contraints d'abandonner leur traque, au grand désespoir de Rick. Ça fait vraiment chier. Et le retour de la chasse n'est pas allé en s'arrangeant. La transmission arrière de son quad a complètement explosé lors de l'expédition. Quand je suis revenu de la chasse, j'ai rentré mon quad à l'atelier et je l'ai entièrement démonté. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de trucs qui s'étaient cassés à l'intérieur. J'avais pas les pièces qu'il fallait et j'ai pas pu réparer mon quad. Mais pour Rick, la casse du quad n'était pas le plus grave. Lui était surtout déçu de ne pas avoir pu affronter de puma, l'un des seuls animaux qu'il n'a pas encore chassé. J'ai chassé toutes les bêtes d'Amérique du Nord. Renards, coyotes, des oies, des canards, des antilopes, des cerfs, des bisons. Un puma, ça, c'était un nouveau challenge. Et j'avais hâte de réussir. Mais après cette première journée et la panne de mon quad, j'étais vraiment déçu. Mais ça m'avait ouvert l'appétit. J'en voulais plus. J'avais à peine effleuré la surface de ce que peut être une chasse au puma. Mais Rick n'est pas du genre à abandonner.
Ce matin, Casey lui a proposé de retenter sa chance. Et cette fois, les conditions météo sont idéales pour une traque au puma. Il a neigé pendant plusieurs jours dans les montagnes, et cette épaisse couche de neige fraîche leur permettra de repérer facilement les traces des animaux. Rick se rend chez son ami Stacy, qui vit à l'écart de la ville. Il lui a proposé d'emprunter son quad spécialement équipé de chenilles, parfait pour affronter ce genre de conditions. T'en voudrais ça maintenant. Comment ça marche? Ok, alors vas-y, monte dessus. Ok, je m'accroche ici Ouais, c'est ça. et je démarre avec ça. Exact. Recule, on va chercher de l'essence. J'ai la classe, non? Non. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Laisse tomber, c'est trop tard. Ben, je vais essayer d'y aller. Je te dépose? Non, merci. Rick doit amener le quad de l'autre côté du garage pour faire le plein. Derrière son sourire, le chasseur ne semble pas très sûr de lui. Attends, je descends. Ouais, vas-y, bouge. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais te montrer comment je fais courir mon chien. Il m'a fait une démo de ce qu'on pouvait faire avec. Je ne croyais pas mes yeux. Il allait aussi vite qu'un gamin à sa première course de voiture. Tu pourrais grimper à un arbre avec ce truc. Après cette petite séance d'essai libre, Casey a rejoint Rick et les deux chasseurs sont prêts à partir. Merci beaucoup. Je t'en prie, allez, amusez-vous bien. Ouais, on va essayer. Pour Rick et Casey, c'est le début d'une nouvelle traque au puma en plein cœur des montagnes Berthous. Pendant ce temps, à une vingtaine de kilomètres de la petite ville de Jackson, Scott Olsen se prépare pour une dure journée. Hier, en allant relever les pièges qu'il avait posés à l'autre bout de la Beagle Valley, il s'est aperçu que l'une de ses clôtures était cassée. Sans doute un élan qui ne s'est pas embarrassé de la présence d'une barrière sur son chemin. Un élan peut mesurer plus de 2 mètres de haut et surtout peser jusqu'à 700 kilos. Le plus souvent, l'animal se déplace tranquillement au pas ou au trot. Mais lancé au galop, il est capable de dépasser les 50 km/h. L'élan, c'est un animal fait pour la neige. Il peut passer à l'aise au-dessus de ces barrières, bien plus facilement qu'un cheval. Mais ils ont tendance à les abîmer. C'est pour ça que j'ai fait des clôtures en bois croisé. Ça résiste bien mieux qu'un barbelé que l'élan peut piétiner. Mais de temps en temps, il y a un élan, juste pour m'embêter, qui vient casser ma clôture. Cette immense clôture en bois, Scott a mis 3 ans à la construire. Et il y tient comme à la prunelle de ses yeux. C'est grâce à elle qu'il peut laisser ses 2 chevaux, Ghost et Cochise, en liberté autour de sa maison. Dès qu'il découvre un morceau cassé au cours d'une de ses sorties, il retourne immédiatement sur les lieux équipé de ses outils et de sa tronçonneuse. Quand tu vis dans la nature, tu dois suivre ses lois. Quand un élan ou un arbre détruit ta clôture, tu la répares. Peu importe qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse grand soleil. Tu peux pas lutter. Alors autant faire ça maintenant, en plein jour. Quand un élan casse un poteau, il abîme la clôture. Mais surtout, il crée une ouverture. Les chevaux la voient et ils vont vouloir s'échapper. Et après, moi, je dois aller dans la nature les rattraper. Et ça peut être un vrai problème. Parce que je pourrais très bien perdre un cheval. Un cheval peut mourir de faim là-bas. Il n'y a rien à manger.
Quand la nature te met face à un problème, il faut le gérer tout de suite. Pour arriver plus vite à la clôture, Scott a décidé de couper à travers les bois. Mais comme d'habitude, dans la nature, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Un arbre bloque le chemin que Scott pensait emprunter. Et ce qui devait être un raccourci se transforme en temps perdu. En hiver, tu peux avoir des vents violents, des tempêtes qui vont coucher pas mal d'arbres. La forêt est très dense dans ce secteur. En raquette et avec toute cette neige, impossible pour Scott de contourner l'obstacle. Heureusement, il a avec lui un atout, sa tronçonneuse. Encore faut-il la détacher du traîneau. Et pour ça, il ne faut surtout pas être pressé. Tout est plus long en hiver, faut s'y habituer. Au fil des ans, tu apprends quels nœuds utiliser, comment détacher tes cordes. Parce que ces nœuds, tu vas devoir les défaire quand il fera froid. Et là, ce sera plus la même histoire. Bien prévoir, ça peut éviter bien des ennuis. Même tes déplacements les plus simples, comme tourner avec tes raquettes, ça prend plus de temps. Et c'est plus difficile. Chaque pas demande de l'équilibre, de la réflexion. Et les raquettes ajoutent aussi une petite touche de danger. Quand je coupe ça, j'ai intérêt à pouvoir bouger vite. Je ne peux pas éviter une tronçonneuse qui s'emballe avec ça au pied. Donc je procède doucement et avec précision. Et seulement ensuite, je commence à découper. Problème résolu pour Scott Olsen. Il est temps de reprendre sa progression. Il devrait bientôt arriver à la clôture qu'il doit absolument réparer aujourd'hui. Pendant ce temps, au nord de l'État, dans la ville de Great Falls, les plus grands champions de rodéo du Montana s'affrontent pour la dernière compétition de la saison. Henry et Sarah sont arrivés en ville le matin même, après 6 heures de route depuis leur ranch de Molt. Ils sont venus avec leur fils Rhett, âgé d'à peine 9 mois, qui va voir son père en compétition pour la première fois. Les épreuves vont durer 3 jours. Cette première journée a permis à tous les concurrents de s'échauffer dans la bonne humeur. Mais ce soir, c'est le début des hostilités. Les tribunes de l'aréna de Great Falls sont pleines à craquer. Et les premières séries ont commencé dans une ambiance surchauffée. Dans quelques instants, ce sera au tour de Henry Hollenbeck de rentrer dans l'arène. C'est lui, l'homme à battre. Il est champion en titre. Henry s'apprête à concourir dans son épreuve fétiche du tie-down roping, au cours de laquelle le cow-boy doit attraper un veau au lasso, retourner l'animal et lui ficeler 3 de ses pattes en l'air avec une petite corde qu'il garde entre ses dents. Le tout le plus rapidement possible. Cette année encore, Henry est premier au classement général à l'issue de tous les rodéos de la saison. S'il assure ses 3 tours du week-end sans prendre trop de risques, il devrait conserver son titre. Attrape, sois le plus rapide possible et surtout fais pas de conneries. Avec toutes ces années de compétition derrière lui et tous ses titres de champion accumulés, Henry est réputé sur le circuit pour sa régularité. Pour les gens, je suis le mec qui rate jamais. Sur la saison, je suis pas forcément le plus rapide tout le temps, mais quand je lance mon lasso, j'attrape. Même si je termine pas toujours premier, je suis toujours bien classé. Ça me plaît cette image. Et je me donne du mal à chaque fois pour attraper chaque veau. Dans l'arène, le public attend maintenant avec impatience le passage du champion. Pour Sarah, le stress commence à monter. Elle est assise aux côtés des parents d'Henry qui ont eux aussi fait le déplacement.
C'est clair que je suis plus stressée que lui, alors que moi, je suis dans les tribunes et lui sur son cheval. Parce que je sais ce que ça représente pour lui. Pour les finales, tu dois être au top tous les soirs, sinon tu peux pas finir champion. Et voilà, c'est lui, Hank Hollenbeck, le champion toute catégorie du circuit. Pour Henry, l'heure est venue d'entrer dans l'arène. Après l'ouverture des portes, le veau s'échappe à grande vitesse. En à peine 3 secondes, comme une chorégraphie longuement répétée à l'entraînement, Henry déclenche son lasso, qui passe parfaitement autour du cou de l'animal. Mais emmené par sa vitesse de rotation, le lasso repasse de façon totalement inattendue au-dessus de ses naseaux. Et en relevant la tête au moment où Henry saute de son cheval, le veau parvient à se dégager. Quand il a raté le veau, je me suis dit « Oh non !» Dans les gradins, c'est la stupeur. Le champion est au tapis. Et personne ne sait vraiment comment ça a pu arriver. J'ai raté son museau, ça s'est joué à rien. J'étais dégoûté parce qu'il y avait tout le monde dans le public. Et j'ai merdé. J'étais trop mal. En plus, c'était la première fois que mon fils assistait au final. Henry ne marque donc aucun point sur cette épreuve. Le titre se jouera aux 2 prochains tours. Et cette fois, Sarah le sait, Henry n'aura plus le droit à l'erreur. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est que ça lui trotte dans la tête pour la suite. J'espérais juste qu'il allait réussir à mettre cet échec de côté pour être au top sur les 2 prochains tours. Fin du premier tour pour les concurrents de la finale du Montana. Après des mois de compétition et des rodéos organisés dans toutes les villes de l'État, le championnat se jouera sur les 2 dernières journées de la saison. Pendant ce temps, dans la petite ville d'Ennis, Jerry Clark, le trappeur, vient de mettre fin à sa saison. Toutes les fourrures d'animaux qu'il a attrapées au cours de l'hiver sont dans son atelier, prêtes à partir pour être vendues aux enchères. Le vieux trappeur a passé plusieurs semaines dans les montagnes près de Quake Lake, le secteur qu'il affectionne particulièrement et où personne d'autre que lui n'ose s'aventurer. Mais sur le terrain, il a senti que cette saison n'était pas comme les autres. Et il a décidé de retirer ses pièges plus tôt que d'habitude. C'était pas une bonne année pour les pièges. J'ai préféré ne pas trop attraper d'animaux. Les signes que je voyais dans la forêt étaient inquiétants. Il y avait trop peu d'animaux. Je voulais pas mettre en danger la présence des espèces dans la zone. Va falloir les laisser un peu tranquilles pendant quelques temps pour que leur nombre recommence à augmenter. Mais Jerry a tout de même réussi à attraper quelques beaux spécimens qui devraient bien se vendre sur le marché des fourrures. Ce qui se dit sur le marché cette année, c'est que les fourrures longues vont être très demandées. Donc je me suis d'abord concentré sur les coyotes. Les trappeurs sont souvent appelés par les fermiers pour poser des pièges à coyotes. Ces animaux leur causent énormément de problèmes pendant la saison des naissances. Ils peuvent attraper un veau ou un agneau sans problème. Ils foutent le bordel chez les ranchers. Et souvent, quand ils ont un problème avec un coyote, ils m'appellent et me demandent de venir les aider. Et moi, je vais leur attraper. Cette saison, Jerry a attrapé 7 coyotes dans ses pièges et quelques autres animaux dont les fourrures seront aussi vendues sur le marché. J'ai 3 renards ici. Ça, c'est une queue d'hermine. Et ça, une moufette. Le prix peut varier énormément en fonction de l'espèce, mais aussi de la qualité et de la couleur de la fourrure. J'ai 3 lynx ici. Un peu petits, mais je devrais en tirer un bon prix. Les lynx de cette région du Montana sont les plus prisés des États-Unis. J'en ai déjà vendu pour 1 700 $. Alors qu'au Kansas, au Nebraska ou au Texas, le lynx se vend pas plus de 30 $. Cela, c'est ma plus grande fierté.
Mais cette année, l'animal que Jerry a ciblé en priorité, c'est la martre des pins, très à la mode sur le marché, mais extrêmement difficile à attraper. J'ai eu une martre. Et Jerry est sans doute l'un des meilleurs trappeurs de martres au Montana, et peut-être même dans tous les États-Unis. Elles sont très rares et donc elles rapportent pas mal d'argent. Sa fourrure est magnifique, très sombre, et la couleur est identique sur tout le long de la fourrure. Donc tu peux faire des manteaux en les assemblant. Ces deux-là se ressemblent. Elles pourraient être de la même famille. Une belle fourrure de martre, sombre et de bonne taille, tu peux en tirer $250. Jerry envoie ses fourrures directement à une société canadienne spécialisée dans la vente aux enchères des fourrures d'Amérique du Nord. Tu sais jamais ce que ça va te rapporter. Mais pour ces enchères internationales, il y a de gros clients étrangers qui viennent de partout. De Russie, de Chine, de Grèce, d'Italie, même de Corée. Il y en a pour des millions à ces enchères. C'est les plus grosses au monde. Donc j'espère que je vais bien m'en sortir. Allez, on emballe. Ça me fait de la peine de voir ces fourrures quitter l'atelier. J'adore venir travailler la peau, sentir la fourrure et la voir pendue. Quand je l'emballe, ça me fait mal au cœur. Je suis triste. Mais bon, c'est comme ça, t'as pas le choix. J'aime pas envoyer mes fourrures. Mais j'aime bien recevoir les chèques, alors. Pour Jerry, il est temps de se séparer de ses fourrures et de les envoyer au Canada. Pendant ce temps, dans les montagnes Berthous, Rick Matzik et Casey Kircher sont prêts pour se lancer dans une traque au puma. Au Montana, la traque au puma se fait avec des chiens spécialement entraînés pour pister les animaux. Ce genre de chasse peut être longue et très intense, car le félin est l'un des animaux les plus agiles des montagnes. Sa vitesse de course peut atteindre 80 km/h. Il peut sauter des rochers ou grimper aux arbres. Aucun homme ne peut attraper un puma. Les pumas courent à une vitesse incroyable. C'est pour ça que pour les chasser, il n'y a qu'un chien qui peut leur courir après. Ils ont un odorat exceptionnel et ils sont super agiles aussi. C'est impressionnant à voir. Le principe de la traque consiste à lâcher le chien dès qu'une trace est détectée par les chasseurs. L'objectif du chien est alors de rattraper l'animal et de le pousser à se réfugier dans un arbre pour donner le temps aux chasseurs de rejoindre la zone. Quand le chien coince le puma, tu l'entends de loin. Il aboie d'une certaine manière. Il donne de la voix, comme on dit. C'est là que tu sais si le puma s'est réfugié dans un arbre ou non. Casey chasse avec son chien Cash, l'un des meilleurs chiens pisteurs de puma de la région. Il est équipé d'un collier GPS qui permet à Casey de suivre en permanence sa progression sur le terrain, une fois lancé sur la trace d'un puma. Ton collier radio, il a quelle portée? 15 km tant qu'il n'y a pas de relief qui gêne. Et ça marche, il est dans un canyon? Non, je le perds, mais sa puce continue d'émettre et je peux retrouver sa trace après. Donc sur un terrain comme ça, si on trouve une trace, tu lâches Cash. Et nous, on fait quoi après? On se met en position? Non, on bouge pas, je surveille le GPS et on attend de voir ce qui se passe. Ok, ouvre la marche, je te suis. Rick et Casey commencent à arpenter le secteur à la recherche de traces fraîches de pumas au bord des chemins. Les premières heures de la journée ne donnent rien.
Mais la chance va tourner pour les deux chasseurs. On est monté sur la crête et on était bien obligé de redescendre. Et alors que je m'apprêtais à changer d'endroit, j'ai reçu le coup de fil d'un pote qui me disait qu'il avait de belles traces d'un mâle pas loin de chez lui. Quand Casey a reçu l'appel de son ami Norm qui avait trouvé des traces de puma dans son ranch, le niveau d'excitation est monté en flèche. Ça y est, on est prêt? Cash, tu es prêt? Ah ouais, il est prêt. Alors on y va. Avec leurs 2 quads à chenilles, les chasseurs sont prêts à affronter la montagne. Ensemble, ils se dirigent à présent vers l'endroit où Norm, l'ami de Casey, a repéré des traces fraîches à l'orée d'un bois. Une fois arrivés sur place, l'excitation des 2 chiens commence déjà à monter d'un cran. Il y a des traces de puma un peu partout, et elles sont très prometteuses. Rick, Oui. tu les as vues celles-là? Non, je les avais pas vus. J'ai su tout de suite qu'on avait un sacré félin à chasser. Magnifique. Ouais, comme tu dis. Il devait faire au moins 80 kilos. Un gros mâle, la proie la plus prisée pour un traqueur de puma. Et au vu des traces qu'il a laissées dans la neige, l'animal doit être tout prêt. Les traces étaient fraîches. Il avait neigé le matin même et l'empreinte était parfaite. Elle n'avait pas du tout fondu. Je savais qu'elles étaient très récentes et on avait de bonnes chances de le coincer. C'est ce qu'ils appellent une empreinte brûlante. Elle était toute fraîche, pas plus de 2 heures. Et à ce moment-là, la tension est encore montée d'un cran. On peut pas faire plus frais, hein? Ah non, c'est clair. On lâche les chiens, ils sont sur sa piste. C'est parti. Trop bien, excellent. Pas de temps à perdre. Les chiens sont lâchés et ils sont déjà sur la piste de l'animal. Avec la neige et des empreintes fraîches, les chiens sentent l'odeur encore mieux. On commençait à plus tenir en place, on était super excités. Lâcher les chiens derrière un puma, le poursuivre dans les bois, ça te met dans un tel état que t'aies l'habitude ou non, ça te prend aux tripes. En plein cœur des montagnes Hubertus, la traque au puma peut commencer. Pendant ce temps, dans la Big Hole Valley, Scott Olsen vient d'arriver à l'endroit où la clôture a été arrachée par le passage d'un élan. Il est obligé de la réparer le plus vite possible, sinon ses 2 chevaux risqueraient de s'échapper. Les chevaux ont la mémoire courte. Ils vont pas se rappeler du chemin pour rentrer. Et ils risquent d'aller au-delà du fossé. Et au-delà du fossé, là-bas, il y a vraiment un problème. Parce qu'il n'y a rien à manger pour eux là-bas. Mais la grosse couche de neige fraîche tombée au cours de la nuit va rendre la mission de Scott encore plus difficile. Pas le genre de corvée qu'on a envie d'accomplir alors qu'il fait moins 30 degrés dehors. Quand tu découvres un problème sur ta propriété, comme une clôture cassée, au début, t'es vraiment dégoûté. Parce que c'est pas ce que t'avais prévu de faire. Mais tu sais que t'as pas le choix. Faut le faire tout de suite. C'est comme ça que ça marche ici. C'est ta vie. Mais pas le temps de s'apesantir pour Scott. Il le sait. La journée risque d'être longue. J'ai préparé une petite plateforme ici. L'important, c'est de bien tout préparer. Je vais amener un poteau et je veux pas m'enfoncer dans la neige. Il faut que je mesure la distance entre les 2 supports. Alors je me mets là et je positionne ma raquette là où va débuter le poteau. 1.
2, 3, 4, 5, 6 pas. 6 pas, ça devrait suffire. T'as pas intérêt à te rater. Il n'y a rien de pire qu'aller couper un arbre, revenir ici et se rendre compte qu'il était trop petit. Mais pour Scott, la Big Hole Valley a tout de même un avantage. Pour réparer une clôture en bois, pas besoin d'aller trop loin pour se fournir en matériaux. Je cherche un tronc de 10 ou 12 cm de diamètre. Il faut qu'il soit bien uniforme et qu'il vienne d'un arbre encore vert. Ça tiendra bien 5 ou 10 ans. Alors que si je prends du bois mort, ça va pourrir plus vite. Là, je me trouve dans une forêt où les arbres sont d'une variété bien particulière. On les appelle les pins lodgepole. Ces arbres étaient particulièrement appréciés par les Indiens qui s'en servaient pour construire leurs tipis. C'est du bois régulier, fin, bien long. C'est facile à débiter, même sur place. Quand ces pins poussent les uns près des autres, ils sont très minces, très hauts, droits comme des flèches. Pour Scott, cette forêt est l'endroit idéal. Et il ne lui faut pas longtemps pour trouver l'arbre qui devrait faire l'affaire. Il est bien grand. Je vais couper la longueur dont j'ai besoin. Il est vert aussi. Je vois les cônes encore fermés. Le problème, c'est qu'on est sur une colline et qu'il faut savoir où il va tomber. Mais c'est pas une science exacte. Je vais pousser pendant que je coupe. Et il faut que je prépare une bonne plateforme pour pouvoir travailler. Et si je dois esquiver quand l'arbre tombe, au moins je peux le faire en emportant ma tronçonneuse. C'est le truc avec la neige. Tu peux pas bouger aussi vite que sur un sol sec. Donc prépare-toi bien, prends ton temps et tout va bien se passer. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Opération réussie. Les dimensions du tronc semblent parfaites. Encore un dernier effort pour Scott et la clôture devrait être bientôt réparée. Pendant ce temps, au nord de l'État, dans la ville de Great Falls, Henry se prépare pour la dernière journée de la saison. Dans le Montana, on l'appelle le Championship Sunday. C'est le dernier dimanche. Tout ce que tu as fait pendant l'année se joue sur une seule journée. Après son 0 pointé du premier jour, dû à son raté au lasso, Henry s'est rattrapé lors du deuxième jour. Avec un bon score sur l'épreuve du steer wrestling, au cours de laquelle le cow-boy doit attraper un bouvillon à main nue, il est encore dans la course pour gagner le championnat. Après 9 mois de compétition, Henry va jouer le titre sur sa toute dernière épreuve de la saison. Je voulais montrer à tout le monde ce que je savais faire. J'étais le deuxième à passer, alors je me suis dit, j'ai plus qu'à aller le plus vite possible et essayer de terminer premier. Cette fois, Henry ne laisse aucune chance au veau, avec un temps de 9 secondes et 60 centièmes. Je me suis bien débrouillé. Le veau m'a donné un peu de fil à retordre quand j'ai voulu le retourner. Ça m'a peut-être coûté 2 dixièmes de seconde. Mais c'était bien fluide. Je me suis senti bien.
Dans ma tête, je savais que j'avais des chances de gagner. Mais il reste encore 10 concurrents à passer. Dans l'arène, le suspense est total. Et à ce stade, personne ne sait qui sera sacré champion. J'ai dû regarder les 10 autres gars. J'étais encore plus stressé que quand j'étais en selle. J'imaginais tous les scénarios possibles. Et si celui-là faisait un bon temps, ou si lui finissait premier, est-ce qu'il allait gagner plus d'argent que moi? À la fin, je m'arrachais carrément les cheveux, parce qu'il tardait à annoncer le gagnant, tellement c'était serré. Les juges refaisaient leurs calculs, et moi, dans ma tête aussi, genre, c'est bon, il est en tête. À moins que je me sois trompée. Non. Oh. Et puis j'ai vu son père dans les stands. Et je lui ai demandé, alors, à ton avis? Et alors il me dit, Sarah, laisse les choses suivre leur cours, on verra bien. Et je me suis dit, ok, il a raison, calme-toi. Il est temps pour les juges de cumuler les gains de toute l'année pour tous les concurrents et de rendre leur verdict. Et le vainqueur, toute catégorie, qui remporte le titre de champion de la saison pour la 3e fois consécutive, il vient de Moult, Montana, Hank Hollenbeck. Et avec plus de 23 400 $, c'est bien Henry Hollenbeck, surnommé Hank sur le circuit, qui remporte le titre. J'ai gagné, mais c'était serré. C'était une bonne journée. C'était un long week-end. J'aimerais que ça fasse que commencer, mais c'est déjà fini. Henry repart avec la selle du champion toute catégorie et surtout avec la fierté d'avoir remporté le titre devant les yeux de sa femme et son fils. À chaque fois qu'il rentre à la maison avec une selle de champion, il s'est bien défoncé pour y arriver. C'est pas juste un week-end, c'est le résultat d'un été de rodéo, une saison de travail acharné. Je suis super contente, très fière. Et c'était magique de le voir gagner devant les yeux de notre fils. C'était les premières finales de rodéo pour Rhett. L'an dernier, il était encore dans mon ventre. Pour la famille Hollenbeck, c'est la fin d'un long week-end très fort en émotion. Et il est temps à présent de reprendre la route. Et maintenant, faut rentrer. On doit se préparer pour la saison des naissances des agneaux. Le boulot au ranch n'attend pas. On retourne à notre quotidien. Nourrir les bêtes le matin. L'année prochaine, c'est sûr, Henry remettra son titre en jeu. Et ses concurrents n'ont qu'à bien se tenir. Le vétéran ne leur fera pas de cadeau. Pendant ce temps, dans la petite ville d'Ennis, Jerry Clark, le trappeur, va envoyer au Canada les fourrures de tous les animaux qu'il a piégés pendant la saison. Elles vont être vendues aux enchères dans quelques semaines. Les pièces qu'il a mises dans son gros sac blanc pourraient bien lui rapporter plusieurs milliers de dollars. Tu sais jamais ce que ça va te rapporter. J'ai eu des années à 10, 12 ou 15 000 $. Salut Marc, ça va? Ouais, bien. Alors qu'est-ce que tu nous ramènes de beau? Encore une année de fourrure à vendre. T'en as pour combien de kilos, tu sais? Un peu plus de 13 kilos. C'est ça? Ouais. Ok. Et quelle fourrure t'as eu? Coyote, renard, martre, lynx. Belle prise? Ouais, des belles prises. J'espère que les ventes seront bonnes. Ok. Il faut que j'y aille. Plus tard, mec. Bonne chance. Merci, prends soin de toi. Ça y est, j'ai plus de fourrure, elles sont en route pour la vente aux enchères. J'ai plus qu'à attendre de savoir ce qu'elles vont me rapporter. Mais je m'en fais pas trop. J'en tire toujours un bon prix. J'ai plus qu'à attendre 9 mois pour la prochaine saison. J'ai déjà hâte. Fin de saison pour Jerry Clark. L'année prochaine, dès l'ouverture de la saison, il retournera dans la forêt. Car c'est là qu'il se sent le mieux. C'est un trappeur du Montana. Et il compte bien le rester encore très longtemps.
Tout le monde sait que je suis trappeur. J'aime être seul dans les bois. Là-bas, il y a plein de trucs qui peuvent te faire du mal. Mais si tu gardes la tête froide, tu peux survivre. J'ai eu une martre. J'aime ce côté sauvage. C'est ça le Montana. Un des derniers coins comme ça sur Terre. Les rivières sont sauvages, les montagnes sont sauvages, les animaux sont sauvages. Et les hommes du Montana aussi. Moi aussi, je suis sauvage, en fait. Et je pourrais jamais quitter le Montana. C'est chez moi. C'est comme ça. Pendant ce temps, dans la Beagle Valley, Scott Olsen doit terminer la réparation de sa clôture. Il a abattu dans la forêt un arbre dont le diamètre semble idéal pour remplacer le rondin que les élans ont arraché sur leur passage. Ne reste plus qu'à vérifier que la longueur est la bonne. Et voilà le travail. Il faut dire que Scott n'en est pas à sa première pose de clôture. Il y a des gens qui vont me voir trimer dans les bois et qui vont se dire « Il a l'air à l'aise, ça n'a pas l'air compliqué pour lui. » C'est parce que je me suis planté tellement de fois. J'ai raté, j'ai encore raté. Et j'ai appris. À force de recommencer, tu finis par apprendre les gestes qu'il faut pour chaque projet. Ça devient presque répétitif. Voilà une barrière pour notre élan. Je l'ai cloué avec des gros clous. Là, t'as un bon diamètre avec du bois vert qui va durer. Elle est bien haute, donc même pour un élan, il va avoir du mal à passer au-dessus dans la neige. Ce qu'on fait, c'était une bonne journée dans la forêt. Je suis crevé, il est temps de rentrer. Plusieurs kilomètres parcourus en raquette, 2 arbres tronçonnés et une clôture réparée. Décidément, la journée de Scott Olsen n'a pas été de tout repos. Quand tu finis quelque chose qui t'a demandé du temps, des efforts, des préparatifs, quelque chose qui n'était pas prévu, dans des conditions météo pourries, il y avait de la neige, du vent, t'es trempé, t'as froid, eh ben, t'as l'impression d'avoir surpassé un peu la nature. Tu t'es frotté à elle et t'en ressors grandi et triomphant. Une victoire à la montagne, c'est fait de plein de petites victoires. Pas forcément une énorme victoire, juste des petites réussites qui s'additionnent. Au final, t'es fier d'être toujours là. Vas-y, nature, envoie l'épreuve suivante. Moi, je suis toujours là. Fin de journée pour Scott Olsen. Il peut enfin rentrer chez lui. Mais il va devoir continuer à surveiller de près sa clôture pendant tout l'hiver pour s'assurer que ses 2 chevaux ne risquent pas de s'échapper. Le Mountain Man le sait. Vivre dans la Beagle Valley, ça se mérite.